Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 19e vidéo qui concerne la fin de la programmation orientée objet. Donc ça va être une vidéo du même type que la vidéo de fin des bases qu'on a fait il y a quelques semaines. Et donc nous allons synthétiser à peu près tout ce que l'on a vu dans cette série sur la programmation orientée objet. Il s'agit de la dernière vidéo sur la POO et la prochaine concernera les interfaces graphiques iOS en Swift. Commençons donc par la première vidéo sur la programmation orientée objet. On avait vu dans cette vidéo que la POO est une autre manière de concevoir le code, que c'est une pratique très utilisée et qu'on retrouve dans beaucoup de langages. On a vu la définition d'un objet. Un objet est un objet tel que vous en connaissez. On avait vu une lampe, un ordinateur, ça peut être une enceinte, une poubelle, vraiment n'importe quel objet. Et cet objet possède des propriétés et des fonctionnalités. Ces caractéristiques, c'est-à-dire ses propriétés et ses fonctionnalités, vont pouvoir être représentées par ce qu'on appelle une classe. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu comment déclarer une classe. Pour déclarer une classe, on utilise le mot-clé classe suivi de son nom, commençant par une majuscule par convention, d'un couple d'accolades et à l'intérieur, les attributs et les méthodes de votre classe. Les attributs sont les propriétés de l'objet, ce sont en fait des variables, et les méthodes sont les fonctionnalités de l'objet, qui sont en fait des fonctions. On a vu également la syntaxe pour créer un objet, donc on écrit le mot-clé let suivi du nom de notre constante affecté au nom de notre classe suivi d'un couple de parenthèses et cela déclare un objet de notre classe. Et pour utiliser ces fonctionnalités, on va prendre notre constante, ici mon objet, la faire suivre d'un point, puis du nom d'une méthode qui évidemment est définie dans votre classe. Pour construire un objet, on utilise un constructeur du nom de init qui, s'il possède des paramètres, seront affectés aux attributs de la classe. S'il ne possède pas de paramètres, eh bien les attributs auront déjà des valeurs affectées au sein de la classe, comme on a vu. Et le mot-clé self peut s'avérer très utile pour différencier une valeur d'un attribut de classe d'une valeur en paramètre du constructeur, au cas où celle-ci aurait par exemple le même nom. Dans la troisième vidéo, nous avons vu les structures et la surcharge de méthode. Pour déclarer une structure, on utilise le mot-clé struct suivi de son nom, en majuscule par convention, un couple d'accolades avec encore une fois des attributs et des méthodes. Donc ça ressemble exactement à une classe, sauf que son utilisation est restreinte à des données moins importantes. Il ne faut pas oublier qu'une structure possède un constructeur par défaut, et pour construire notre structure, on utilise la syntaxe suivante, notre constante, suivie d'un égal, et du nom de notre structure. Notre constante contient à présent notre structure et son constructeur automatique. Il est conseillé d'utiliser les structures lorsque l'on utilise des données simples, comme des distances, des nombres particuliers, des valeurs géométriques, et des classes lorsque les données représentent un objet concret. Il est possible de comparer deux objets entre eux, c'est-à-dire de tester s'ils sont de la même instance avec les opérateurs triple égal et point d'exclamation double égal. Enfin, pour la surcharge de méthode, on a vu qu'on pouvait créer au sein d'un code deux fonctions qui ont le même nom à condition qu'elles aient un nombre d'arguments différents. Et c'est ce que l'on appelle la surcharge de méthode, car on surcharge notre méthode avec des arguments. Dans la quatrième partie, nous avions complété notre classe livre, du coup nous n'avons pas étudié de notions, et je vous rappelle que si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours télécharger cette classe-là dans la description de la vidéo numéro 13. La vidéo 14 concernait l'héritage et le polymorphisme. L'héritage permet la réutilisabilité des objets grâce au polymorphisme. Dans un héritage, une classe va hériter des fonctionnalités d'une autre classe, on parle ainsi de classe mère et de classe fille. Voilà un petit rappel de l'héritage. Pour indiquer qu'une classe hérite d'une autre, on utilise la syntaxe avec les deux points juste après le nom de notre classe pour faire suivre les deux points du nom de la classe mère. Si la classe mère est pourvue d'un constructeur, je vous rappelle que la classe fille le possédera après un héritage. Quant au polymorphisme, c'est un concept qui permet de réécrire une fonctionnalité de la classe mère pour qu'elle soit propre à la classe fille après un héritage. Donc c'est une définition très générale et très globalisée. Pour redéfinir une méthode, on utilise le mot-clé override, juste avant le mot-clé func de la méthode. Donc vous vous souvenez, on écrit d'abord override, puis func, notre nom de fonction, et enfin notre nouveau corps de fonction. Pour conserver en plus le corps de la méthode initiale, donc le corps de la méthode dans la classe mère, on utilise le mot-clé super sur la méthode en question. Donc on écrit super, point, la méthode dont on veut garder le corps dans notre nouvelle méthode. La 15e vidéo portait sur les protocoles. Un protocole est un modèle que va suivre une classe, certains objets ont parfois des fonctionnalités communes, et il est plus judicieux de les regrouper en un modèle particulier. Ce modèle est un protocole. On avait vu cela avec l'exemple de la multiprise, de la rallonge et de la lampe. Ces trois objets ont des fonctionnalités communes, ils peuvent être branchés, débranchés, et nous avions vu qu'un protocole se révélait bien pratique dans ce cas-là. On écrit dans les protocoles uniquement l'entête des méthodes. Le corps des méthodes sera défini dans la classe qui utilisera ce protocole.
Pour créer un protocole, on utilise évidemment le mot-clé protocole sans E, suivi du nom en majuscule par convention, d'un couple d'accolades et à l'intérieur l'entête des méthodes. Et pour qu'une classe puisse utiliser un protocole, on utilise là aussi la syntaxe des deux points. Donc on fait suivre les deux points du nom du protocole, et si on en a plusieurs, le nom du protocole séparé par une virgule, le nom du deuxième protocole, etc. etc. La syntaxe étant identique à celle de l'héritage, pour différencier les deux concepts, on placera l'héritage, c'est-à-dire le nom de la classe mère, avant le ou les protocoles. Donc on écrira le nom de la classe mère suivi du nom des protocoles. Tout cela après les deux points, bien sûr. La 16e vidéo concernait les énumérations. Une énumération permet de définir un type commun pour une liste de valeurs personnalisée. Il peut être en effet pratique d'avoir ses propres types et ses valeurs qui peuvent leur être associées. Pour écrire une énumération, on utilise le mot-clé enum, suivi du nom en la faisant commencer par une majuscule par convention, d'un couple d'accolades et à l'intérieur les valeurs que vont prendre votre type que vous énumérez. Tout cela grâce au mot-clé case, suivi de la première valeur, séparée par une virgule de la deuxième, etc. etc. Il est préférable de placer l'énumération en haut d'un fichier, comme ça, dès qu'on ouvre le fichier, on voit qu'il y a un type personnalisé qui est défini. Pour utiliser une énumération, on va affecter à une variable le nom de notre énumération suivi d'un point puis de la valeur qui correspond donc au type non énumération et que l'on veut affecter à notre variable. L'énumération est très puissante dans sa manière de traiter les données. On a vu plusieurs manières de récupérer les données. On peut par exemple y joindre des informations, c'est ce qu'on appelle les valeurs associées. Donc après la valeur dans notre énumération, on ajoutait un couple de parenthèses et à l'intérieur le type des paramètres que l'on allait passer lors de notre déclaration d'énumération. Et on pouvait aussi affecter à nos valeurs d'autres valeurs, et c'est ce que l'on appelle les valeurs brutes. Une énumération définissant le type natif int numérote automatiquement ces cas à partir de 0. Cette valeur de départ peut être changée en affectant au premier cas la valeur voulue. Et c'est le mot-clé raw_value qui permet d'utiliser cette numérotation. Tout ça évidemment nous l'avons vu dans la vidéo numéro 16. La suivante concernait les extensions. Une extension permet d'ajouter de nouveaux attributs et de nouvelles méthodes à une structure de données existante. Il faut noter que les types natifs sont des classes que l'on peut étendre. Je vous rappelle qu'une extension ne modifie en aucun cas ce qui existe déjà, on ne fait que ajouter, on augmente et on étend donc les capacités d'une structure de données. Donc une structure de données comme une énumération, une classe ou une structure. Pour étendre une structure, on utilise le mot-clé extension, suivi du nom de notre type à étendre, suivi d'un couple d'accolades et à l'intérieur les nouveautés. Parmi ces nouveautés, on peut ajouter un attribut avec une syntaxe assez particulière, var suivi du nom de votre attribut, suivi de deux points de son type, donc typé explicitement, puis au lieu de l'affecter à une valeur, suivi d'un couple d'accolades et à l'intérieur l'action de cet attribut. On peut aussi ajouter un nouveau constructeur en réutilisant évidemment celui d'origine avec le mot-clé self, et on peut y ajouter enfin une fonctionnalité, c'est-à-dire une simple fonction. La dernière vidéo sur la POO contenait des notions avancées sur le langage Swift. On a vu par exemple que les types natifs sont des classes et que donc ils possèdent des attributs et des méthodes. Nous avons vu quelques méthodes du type int et du type string. Il y avait également la définition d'un tuple qui est un type de variable pouvant contenir plusieurs valeurs qui sont plus souples que les tableaux et qui peuvent être très pratiques, surtout dans la récupération des valeurs, qui se fait de plusieurs manières différentes. On a vu également ce qu'était une optionnelle, très particulier et très important en Swift, une variable qui peut être affectée ou non à une valeur, et cela arrive lorsque l'on n'est pas sûr du devenir de notre variable dans un programme. L'avantage d'une optionnelle est qu'elle se voit attribuer la valeur nil par défaut, qui est donc une valeur nulle grâce au point d'interrogation que l'on met, je vous le rappelle, après le type de notre variable. A l'inverse, lorsque l'on est certain que notre optionnelle sera affectée à une valeur de son type, on écrira après la variable un point d'exclamation pour des raisons de sécurité ou tout simplement pour améliorer l'affichage à la console, bien que l'utilisation du point d'exclamation ne soit pas obligatoire dans certains cas. Et enfin, nous avons vu qu'il était possible d'utiliser la base binaire, la base de l'octal et de l'hexadécimal en ajoutant tout simplement des préfixes devant nos nombres, 0 petit b pour le binaire, 0 petit o pour l'octal et 0 petit x pour l'hexadécimal. Vous faites suivre ces préfixes du nombre dans le format de la base, et toutes les opérations et les affichages à la console seront affichés en base de 10. Même si on ne les utilise pas souvent, il est bon de savoir que cela existe en Swift. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. Dans la prochaine, nous allons commencer enfin à travailler sur les interfaces iOS en Swift, et la première vidéo concernera une introduction, mais sûrement un peu longue car on va voir tous les fichiers, à quoi ils servent, toute la bibliothèque qu'on peut utiliser. On va bien se familiariser avec Xcode avant de commencer quoi que ce soit. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.